J'ai signé les papiers du divorce sans discuter, et je suis parti discrètement. Elle s'est précipitée chez ses parents pour célébrer sa liberté avec son nouveau petit ami. Pendant le toast, son père a fait taire la pièce et a dit « Tu as accepté le divorce sans savoir. » Il ne t'a rien dit. Tout le monde s'est figé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Je m'appelle Estabon. J'ai 45 ans. Et pour que vous compreniez pourquoi ce toast est devenu le pire moment de la vie de Vanessa, je dois tout vous raconter depuis le début. Je ne suis pas né avec de l'argent. Je suis né dans un quartier modeste, fils d'une mère qui repassait le linge des autres, et d'un père mort quand j'avais 12 ans. À 16 ans, je travaillais déjà dans une pharmacie de quartier, balayant le sol, rangeant les rayons, apprenant les noms des médicaments, pendant que les autres garçons de mon âge s'amusaient. Le patron, un vieil homme qui m'avait pris en affection, m'a enseigné le métier, et je me suis juré qu'un jour j'aurais ma propre pharmacie. Je l'ai eue à 29 ans. Une petite pharmacie aux murs fraîchement peints en vert clair, avec une enseigne que j'ai payée à crédit. Je dormais 4 heures par nuit. Je tenais le comptoir moi-même. Je faisais la comptabilité. Je négociais avec les fournisseurs. Les 2 premières années, je gagnais à peine de quoi payer le loyer du local. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai jamais abandonné. À 35 ans, j'avais 3 pharmacies. À 45 ans, aujourd'hui, j'en ai 7 réparties dans la ville, et plus de 60 employés qui dépendent de moi. J'ai rencontré Vanessa quand j'avais 33 ans et elle 28. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, juste en face de ma 2e pharmacie. Elle traversait la rue tous les jours pour acheter quelque chose, un chewing-gum, une crème, des cachets pour le mal de tête dont je suis sûr qu'elle n'avait jamais besoin. Elle était belle. Une de ces femmes qui illuminent un endroit dès qu'elles entrent. Elle riait de mes mauvaises blagues. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Elle me regardait d'une façon qui me faisait me sentir important. Moi, qui avais passé toute ma vie à travailler, qui n'avais jamais eu le temps pour l'amour, je suis tombé amoureux comme un adolescent. Nous nous sommes mariés 1 an et demi plus tard. Et je dois être honnête, les premières années ont été bonnes. Ou du moins, je le croyais. Je lui ai acheté une grande maison dans un quartier résidentiel, avec un jardin et un garage pour 2 voitures. Elle a quitté son travail, parce qu'elle disait vouloir se consacrer à la maison, et j'ai accepté sans poser de questions. Chaque mois, je déposais de l'argent pour ses dépenses personnelles. Cela a commencé à $1 500. Puis 2500. Ces dernières années, $4000 par mois, sans compter les vêtements, les voyages, le SUV tout neuf que je lui ai offert pour ses 40 ans. Mais il y avait quelque chose qui m'a marqué dès le début, quelque chose que je vous demande d'écouter attentivement, car c'est la clé de toute cette histoire. Ses parents, Alonso et Rosalia, mon beau-père et ma belle-mère, étaient 2 personnes simples et travailleuses, du genre qu'on ne trouve presque plus. Alonso avait été employé dans une entreprise de transport pendant presque 40 ans. Rosalia cousait et brodait à la commande, depuis chez elle. Ils vivaient dans une maison modeste mais digne, dans le quartier où Vanessa avait grandi. Dès le premier jour, ils m'ont traité comme un fils. Alonso me serrait l'épaule et disait « Estabon, tu es des nôtres. Tu sais ce que ça coûte de gagner sa vie. » Rosalia me gardait toujours une assiette de nourriture chaude. Elle m'a tricoté une écharpe grise le premier hiver. Elle me défendait même face à sa propre fille, quand Vanessa devenait capricieuse. Et Vanessa avait honte d'eux. Je l'ai remarqué peu à peu. Elle ne les invitait pas aux réunions avec ses nouvelles amies du club. Quand sa mère lui offrait une nappe brodée à la main, elle la rangeait dans un tiroir et en achetait une plus élégante. Une fois, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone, « C'est juste que mes parents sont très simples. » Tu vois ce que je veux dire? Simple. Comme si la simplicité était une maladie. Comme si ses mains usées par le travail n'étaient pas précisément celles qui l'avaient élevée. Moi, au contraire, je les adorais. J'allais les voir même sans elles. Je m'asseyais avec Alonso sur le patio pour prendre un café et parler de la vie. Il me racontait des histoires de ses années à l'entreprise de transport, et moi je lui parlais de mes problèmes avec les fournisseurs. Il était le père que j'avais perdu à 12 ans, et je pense que j'étais le fils qu'il n'avait jamais eu. C'est pourquoi, quand Alonso m'a appelé une nuit, il y a 8 ans, d'une voix brisée, je n'ai pas hésité une seconde. « Estabon, j'ai besoin de te parler, mais je t'en prie, ne dis rien à Vanessa. S'il te plaît.
Je suis arrivé chez lui à 22 heures. Les yeux de Rosalia étaient gonflés d'avoir pleuré. Sur la table de la cuisine, il y avait des papiers de la banque, des lettres avec des tampons rouges, des notifications. Alonso, cet homme fort qui n'avait jamais rien demandé, n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. J'ai cautionné un prêt pour mon frère, a-t-il dit, pour son affaire. Il a juré qu'il paierait, et il a disparu. Estabon, il a quitté le pays et m'a laissé avec toute la dette. La dette était de 85 000 $. Avec les intérêts accumulés, elle dépassait déjà les 90 000. Et la seule garantie que la banque avait, c'était la maison, leur maison. La maison où Vanessa avait grandi, où Rosalia avait sa machine à coudre près de la fenêtre, où Alonso avait planté un citronnier le jour de la naissance de sa fille. Ils vont nous la prendre, a dit Rosalia. Et elle s'est couvert la bouche de la main pour ne pas pleurer plus fort. J'ai regardé ses papiers. J'ai regardé cet homme, presque âgé de 70 ans, qui avait travaillé toute sa vie sans rien devoir à personne. Et j'ai pris une décision en silence. Une décision que même ma propre femme ne connaîtrait jamais. Personne ne va vous prendre quoi que ce soit, leur ai-je dit. Je m'en occupe. Alonso a relevé la tête. Non, Estabon. Je ne peux pas accepter. C'est trop d'argent. Alonso, écoute-moi bien. Tu m'as traité comme un fils dès le jour où j'ai mis les pieds dans cette maison. Et les fils n'abandonnent pas leurs parents. Cette semaine-là, j'ai payé toute la dette, les 90 000 $ et un peu plus pour les frais juridiques. Mais mon avocat, Thomas, un homme prudent qui s'occupait de mes affaires depuis des années, m'a donné un avertissement qui m'a semblé exagéré à l'époque, mais qui, des années plus tard, s'est révélé être le coup le plus important de ma vie. Estabon, si le frère d'Alonso réapparaît, ou si une autre dette surgit, cette maison sera de nouveau en danger. Il y a un moyen de la protéger pour toujours, mais il faut faire un geste juridique délicat. Ce que nous avons signé devant le notaire cette semaine-là, avec le consentement d'Alonso et de Rosalia, et avec la promesse de garder le secret, allait tout changer. 8 ans plus tard, exactement le soir du champagne, Vanessa n'avait aucune idée que la maison était protégée devant la loi. La propriété d'Alonso et Rosalia était passée à mon nom. C'était l'idée de Thomas, mon avocat. Si la maison était inscrite à mon nom, aucune banque, aucun créancier, aucun parent opportuniste ne pourrait jamais y toucher. Alonso a refusé au début. Estabon, cette maison est la seule chose que nous avons. Comment peut-elle être à ton nom? Mais Thomas lui a calmement expliqué. C'était une protection, pas une dépossession. J'ai aussi signé un document privé où je promettais qu'ils y vivraient jusqu'à leur dernier jour, et que je ne vendrais jamais la propriété. Alonso m'a serré la main des deux siennes et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Estabon, aujourd'hui tu m'as montré que la famille n'est pas une question de sang. La famille, c'est ceux qui restent quand tous les autres partent. Nous trois avons juré de garder le secret. Rosalia par honte, Alonso par fierté, et moi par respect pour eux. Vanessa n'a jamais su que ses parents avaient frôlé la perte de tout. Elle n'a jamais su que la maison où elle avait grandi n'était plus à eux sur le papier. Et cette ignorance, cette distance qu'elle avait elle-même mise entre elle et sa famille, allait au fil des années devenir sa propre condamnation. Car laissez-moi vous dire une chose, si Vanessa avait rendu visite à ses parents plus souvent, si elle avait un jour demandé comment ils allaient, si elle s'était souciée d'autre chose que de son club et de ses amis, peut-être qu'elle aurait découvert. Mais elle vivait dans un autre monde. Un monde de brunch du dimanche, de sacs de créateurs, de photos parfaites. Un monde que je finançais sans me plaindre, parce que je croyais encore que, sous tout cela, il y avait la femme dont j'étais tombé amoureux. Comme j'avais tort. Le changement a été lent, comme ces fuites qui commencent par une petite tache au plafond, et quand on s'en aperçoit, elles ont déjà pourri tout le bois. D'abord, ce furent les commentaires. Je rentrais de la pharmacie à 21 heures, épuisé, et elle me regardait de haut en bas. Tu sens encore la pharmacie. Va te doucher avant de t'asseoir sur le canapé. Puis sont venues les comparaisons. Le mari de Carolina l'a emmenée en Europe. Le mari de Carolina sait s'habiller. Le mari de Carolina a investi dans l'immobilier, pas dans des pharmacies de quartier. Carolina, sa meilleure amie du club, une femme qui avait été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et à chaque divorce était ressortie avec plus d'argent qu'avant. Je l'écoutais parler pendant les dîners et je sentais que quelque chose n'allait pas. Oh, Vanessa, nous les femmes, nous devons être intelligentes. L'amour finit, mais les biens restent.
Et elles riaient toutes les deux comme si c'était une blague. Moi aussi, j'ai ri. Idiot que j'étais. Moi aussi, j'ai ri. Il y a environ 3 ans, Vanessa a commencé à aller à la salle de sport. Au début, j'ai pensé que c'était bien. Puis elle a commencé avec le téléphone. Elle l'emmenait partout. Aux toilettes, à la cuisine. Elle le posait écran vers le bas sur la table. Elle a changé le code. Elle a commencé à s'habiller pour sortir avec les filles comme elle ne s'habillait jamais pour sortir avec moi. Nouveau parfum, nouveaux sous-vêtements, et ce sourire devant l'écran du téléphone. Ce sourire qu'un mari reconnaît même s'il ne le veut pas, parce que c'est le sourire qui était pour lui et qui ne l'est plus. Un mardi, il y a un peu plus d'1 an, je suis passé la chercher à la salle parce que son SUV était au garage. Je suis arrivé tôt et je l'ai vue à travers la vitre. Elle était dans la zone des machines, en train de rire avec un homme grand, plus jeune que moi, un de ces types perpétuellement bronzés. Il lui corrigeait la posture, la tenant par la taille. Elle le laissait faire. Quand elle est sortie et m'a vu, elle n'a même pas bronché. C'est Yvonne, mon coach. C'est un professionnel. Ne sois pas si vieux jeu, Yvonne. J'ai entendu ce nom pour la première fois ce jour-là. J'aurais préféré que ce fût la dernière. Je ne suis pas un homme jaloux. J'ai été élevé parmi des femmes travailleuses et j'ai appris le respect. Mais j'ai aussi été élevé dans la rue, et la rue vous apprend à lire les gens. Et cette Yvonne avait le regard de quelqu'un qui ne cherche pas des clients, mais des opportunités. J'ai commencé à faire attention. Les cours de Vanessa sont passés de 2 fois par semaine à 5. Puis sont venues les leçons privées à la maison, quand j'étais à la pharmacie. Puis les retraits d'argent qui ne collaient pas 8 cents ici, 1002 cents là. Des trucs de salle, des compléments. Tu ne comprends pas ça. Je me suis tu. J'ai observé et je me suis tu, parce qu'il y a une chose que j'ai apprise dans les affaires, celui qui parle trop tôt perd. Celui qui montre ses cartes perd. J'avais besoin d'être sûr. Et pendant que mon mariage se refroidissait, quelque chose se passait de l'autre côté de la ville qui me faisait encore plus mal. Rosalia est tombée malade. Rien de grave au début. Tension, sucre, des choses liées à l'âge, mais elle avait besoin d'examens, de médicaments, d'un traitement permanent. Et savez-vous qui l'a emmenée chez le médecin? Moi. Savez-vous qui a acheté ces médicaments et les lui a livrés personnellement chaque semaine? Moi. Savez-vous combien de fois Vanessa est allée voir sa mère malade pendant ces mois? 3 fois. En 8 mois, 3 fois. Et l'une d'elles, c'était pour demander à Rosalia de lui prêter des boucles d'oreilles anciennes pour une soirée costumée. Sa mère, avec la tension à travers le toit, et elle pensait à un costume. Un dimanche, j'étais avec Alonso sur le patio, à prendre un café sous le citronnier, quand l'homme s'est effondré. Cet homme de pierre qui avait supporté 40 ans de travail dur sans se plaindre. Il s'est effondré devant moi. Où est-ce que j'ai raté, Estabon, dis-moi. Nous l'avons élevé avec amour, avec des valeurs. Nous lui avons donné ce que nous pouvions. Et même ce que nous ne pouvions pas. Et tu sais ce qu'elle m'a dit la dernière fois qu'elle est venue? Qu'elle avait honte d'amener ses amis dans cette maison. Honte. Cette maison que j'ai construite brique par brique avec ses mains. 2 larmes sont tombées comme ça, le genre qu'un vieil homme ne peut pas retenir même s'il le veut. Et ensuite il m'a regardé et a dit la phrase qui, aujourd'hui encore, avec tout ce qui s'est passé, résonne en moi. Parfois je pense que le seul vrai enfant que j'ai, c'est toi, et tu ne portes même pas mon sang. Je lui ai serré l'épaule et je n'ai rien dit. Que allais-je dire? Que sa fille me mentait depuis des mois. Que je soupçonnais qu'il y avait un autre homme. Non, je n'allais pas planter un autre couteau dans cet homme. J'ai avalé ma douleur et porté la sienne aussi, parce que c'est ce que font les hommes comme nous. Nous portons, nous endurons, et nous continuons. Mais tout a une limite. Et la mienne est arrivée un jeudi d'octobre, à 11h30 du matin, quand j'ai quitté une réunion avec des fournisseurs plutôt parce que j'avais mal à la tête et que j'ai décidé de passer à la maison pour prendre des cachets. Le SUV de Vanessa était dans le garage, et garé dans la rue, à une demi-rue, il y avait une voiture de sport rouge que j'avais déjà vue, juste devant la salle de sport. Je suis entré par la porte de la cuisine, celle qui ne fait pas de bruit. Et ce que j'ai entendu depuis le couloir, ces voix, ce rire dans ma propre maison, à l'étage, a fendu ma vie en deux. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas ce qu'il faisait. C'était ce qu'elle a dit.
Une phrase, une seule phrase sur moi, sur mon argent, et sur ce qu'elle projetait de faire de moi, qui a transformé ma douleur en glace. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas face à une trahison. J'étais face à un plan. Je suis resté immobile dans le couloir, les cachets pour le mal de tête encore dans la main. À l'étage, j'entendais des rires, le sien, que je connaissais par cœur, et le sien, profond, arrogant, le rire d'un homme qui se sent propriétaire d'une maison qui ne lui a pas coûté un seul clou. Et ensuite j'ai entendu clairement la voix de Vanessa, entre deux rires. Plus longtemps maintenant, mon amour. Carolina m'a donné le numéro de son avocat, le même que pour ses divorces. Il dit qu'avec les années de mariage que j'ai, j'obtiens la moitié de tout. La moitié des pharmacies, la moitié de la maison. La moitié des comptes. Estabon est tellement aveugle qu'il ne verra même pas venir. Et quand il signera, toi et moi, on va vivre la vie qu'il n'a jamais su me donner. Et la voix d'Yvonne, traînante, moqueuse. Et le vieux ne se doute de rien. Estabon, s'il te plaît. Ce type vit pour ses pharmacies. C'est un cheval de labour avec un portefeuille. Il l'a toujours été, un cheval de labour avec un portefeuille. 13 ans de mariage. 13 ans à travailler du lever au coucher du soleil pour qu'il ne lui manque rien. Les petites heures à faire l'inventaire, les dimanches à faire les comptes, l'argent déposé chaque mois sans question, le citronnier de son père, la dette que j'avais payée en silence, l'écharpe grise de sa mère. Tout cela m'est passé par la tête en 5 secondes, debout dans ce couloir, une bouteille de cachet serrée dans le poing. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez, parce que c'est la partie la plus importante de toute cette histoire. Je ne suis pas monté. Tout mon corps me criait de monter ces escaliers, d'enfoncer cette porte et de jeter cet homme hors de ma maison. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour. Mes mains tremblaient. Mais au milieu de ce feu, une voix froide dans ma tête, la même voix qui m'avait sorti du quartier, la même qui m'avait fait construire cette pharmacie à partir de rien, m'a dit, Estabon, si tu montes, tu perds. Si tu cries, tu perds. S'il te voit, tu perds. Celui qui montre ses cartes perd. Parce que réfléchissez, qu'aurais-je gagné à monter? Une scène, des cris, peut-être une plainte d'elle disant que je l'avais agressée, un divorce chaotique où son avocat, le requin de Carolina, me peindrait en mari violent et prendrait la moitié de tout ce que j'avais construit. C'était exactement ce dont ils avaient besoin, que j'explose. Je n'allais pas leur offrir ce cadeau. Je suis sorti comme j'étais entré, par la porte de la cuisine, sans faire le moindre bruit. Je suis monté dans la voiture, j'ai roulé 3 rues et je me suis garé devant un parc. Et là, seul, les mains sur le volant, j'ai pleuré. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Parce que c'est une chose de soupçonner, et une autre d'entendre. D'entendre comment la femme que vous aimiez vous réduit à une bête de somme. D'entendre comment elle projette de démonter votre vie avec la même bouche qui vous a juré un amour éternel devant un autel. J'ai pleuré pendant 20 minutes, et quand j'ai terminé, j'ai essuyé mon visage, je me suis regardé dans le rétroviseur et j'ai dit à voix haute, c'est fini. C'était le dernier jour où tu pleures pour elle. Maintenant, au travail. Cet après-midi-là même, j'ai appelé Thomas, mon avocat, le même homme prudent qui, 8 ans plus tôt, m'avait fait mettre la maison d'Alonso à mon nom. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau, porte fermée. Je lui ai tout raconté. La salle de sport, la voiture rouge, la phrase du cheval de labour, l'avocat de Carolina, le plan pour tout prendre. Thomas a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de cette écriture minuscule qui est la sienne. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo, enlevé ses lunettes et a dit, Estabon, je vais te poser une seule question. Que veux-tu? La vengeance ou la justice? Quelle est la différence? La vengeance est bruyante et peut te coûter cher. La justice est silencieuse et, bien faite, ne te coûte rien. Bien au contraire. Alors je veux la justice, mais une justice complète. Thomas a à peine souri, a ouvert un dossier et a commencé à m'expliquer ma propre vie avec des yeux différents. Et là, j'ai compris la première vérité qui m'a permis de respirer à nouveau. Vanessa et son avocat construisaient leur plan sur des bases fausses. Ils croyaient que la moitié de tout incluait un empire, mais ils ne savaient pas comment cet empire avait été construit. Regarde, a dit Thomas en montrant les papiers. Tu as acheté et entièrement payé les 3 premières pharmacies avant de te marier. C'est à toi et à toi seul. Elle n'a droit à aucune brique de cela.
La société que nous avons créée il y a des années pour regrouper les affaires est structurée de telle façon que les nouvelles pharmacies ont grandi à l'intérieur de cette même société. Son avocat devra se battre pendant des années pour en tirer quoi que ce soit. Et il n'ira pas loin. La maison où vous vivez, celle-là appartient aux deux. Elle la voudra. Les conjoints aussi. Mais Estabon, le gros de ton patrimoine est protégé depuis avant qu'elle n'entre dans ta vie. Et la maison d'Alonso et Rosalia? Ai-je demandé, presque inquiet. Thomas m'a regardé intensément. Cette maison est à ton nom depuis 8 ans. Légalement, elle est à toi. Vanessa ne le sait pas, n'est-ce pas? Non, elle ne l'a jamais su. Et son avocat va vérifier tes propriétés. Il va trouver cette maison sur la liste et il va croire que c'est juste un autre bien marital. Nous sommes restés silencieux. Et dans ce silence, j'ai juré que j'ai senti les pièces commencer à bouger toutes seules, comme si le destin avait préparé cet échiquier depuis 8 ans. Y a-t-il autre chose? Ai-je dit. Je ne veux pas qu'Alonso et Rosalia souffrent à cause de ça. Quoi qu'il arrive avec Vanessa, on ne doit pas les toucher. Cette maison est à eux jusqu'au dernier jour de leur vie. C'est non négociable. C'est déjà garanti par le document que nous avons signé. Mais Estabon, tôt ou tard, si ça avance, ils vont découvrir des choses très laides sur leur fille. Je sais, ai-je répondu. Et c'est la seule chose dans tout ça qui m'empêche de dormir. Je suis sorti de ce bureau avec une stratégie et avec 3 règles que je me suis imposées comme si elles étaient de fer. Premièrement, à la maison, pas un mot, pas un geste différent. Le même vieux Estabon, le cheval de labour aveugle les travailleurs. Deuxièmement, tout rassembler en silence, avec patience, comme quelqu'un qui fait un inventaire. Troisièmement, quand le moment du divorce viendrait, ne discuter de rien. Absolument rien. La laisser gagner sa guerre imaginaire pendant que je gagnais la vraie. Ce soir-là, je suis rentré à 21h comme d'habitude. Vanessa était dans le salon, fraîchement douchée, son téléphone écran vers le bas sur le canapé. Elle m'a regardé et a froncé le nez. Tu sens encore la pharmacie. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri d'un vrai sourire, parce que ça ne me faisait plus mal. J'ai souri intérieurement, comme un joueur d'échecs sourit quand son adversaire fait exactement le coup qu'il attendait. Oui, mon amour, je vais me doucher. On commande quelque chose pour dîner? Elle a haussé les épaules et est retournée à son téléphone, probablement en train de lui écrire, se croyant la femme la plus intelligente du monde, l'araignée tissant sa toile autour du cheval de labour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que depuis ce jeudi d'octobre, le cheval de labour avait cessé d'exister. À sa place, il y avait un homme avec un carnet, un avocat et une mémoire parfaite. Un homme qui allait dire oui à tout. Qui allait tout signer. Qui allait se laisser plumer avec un sourire, parce que son plan avait besoin de mon aveuglement et le mien avait besoin de son arrogance. Et croyez-moi, Vanessa avait de l'arrogance à revendre. Les 3 mois qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je vivais avec une femme qui projetait de tout me prendre. Je lui disais bonjour. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Et à l'intérieur, je notais chaque mouvement comme un comptable silencieux. Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des nuits où je m'asseyais au bord du lit, je la regardais dormir, et je me demandais à quel moment exact cette femme était morte pour moi. Parce que la Vanessa dont j'étais tombé amoureux n'existait plus. Ou pire, peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Et j'avais passé 13 ans amoureux d'une actrice. Mais la douleur ne m'a pas arrêté. Au contraire, je l'ai transformée en carburant. La première chose que j'ai faite, c'est de suivre le conseil de Thomas. Mettre ma maison en ordre. J'ai passé en revue chaque compte, chaque transaction, chaque carte. Et c'est là que des choses ont commencé à apparaître qui m'ont glacé le sang. Les retraits pour la salle n'étaient pas de 8 cents ou $1,200 comme je le pensais. Ajoutés sur les 2 dernières années, ils dépassaient les $38,000. Il y avait des virements vers un compte que je ne connaissais pas, des achats dans des magasins de vêtements pour hommes, une montre à $3,500 que je n'ai jamais vue à mon poignet. Des paiements pour un voyage à la plage à des dates où elle était censée être en retraite spirituelle avec les filles du club. Une retraite spirituelle dans un hôtel de luxe, chambre double avec des consommations de minibar à 2 heures du matin. Très spirituel. J'ai sauvé chaque reçu, chaque relevé bancaire, imprimé et numérique, dans un coffre que j'ai ouvert dans une banque où nous n'avions pas de compte. Thomas me le répétait à chaque réunion. Les papiers, Estabon.
Les juges ne croient pas aux larmes, ils croient au papier. La deuxième chose a été de découvrir qui était vraiment Yvonne. J'ai engagé un détective privé, un ex-policier sérieux et discret recommandé par Thomas. Je lui ai payé 4000 $ pour un mois de travail. 3 semaines plus tard, il m'a apporté un dossier que j'ai encore, et qui a été comme d'ouvrir la porte d'une cave sombre. Yvonne avait 34 ans. Il n'était pas propriétaire de la salle, comme il le disait à Vanessa. C'était un employé au salaire de base qui facturait des leçons privées en plus. Il avait 4 mois de retard de loyer sur son appartement. Il avait des dettes de carte de crédit de plus de 15 000 $. La voiture de sport rouge n'était même pas à lui. Elle appartenait à son cousin, qui la lui prêtait contre de l'argent. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important était dans les dernières pages du dossier. Vanessa n'était pas la seule. Il y avait une autre femme, une veuve de 58 ans, propriétaire de 2 biens, membre de la même salle le mardi et le jeudi matin. Le détective avait des photos. Yvonne entrant dans son immeuble. Yvonne en ressortant 3 heures plus tard en rajustant sa chemise. Yvonne recevant des sacs de magasin chers de sa part. La même méthode, le même scénario, le même sourire bronzé. Vanessa croyait avoir attrapé un homme jeune et passionné. La vérité, c'est qu'elle s'était fait attraper. La chasseuse chassait, et elle ne se doutait même pas. J'avoue que cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a passé quand je me suis souvenu du commentaire sur le cheval de Labour. La troisième chose a été de se préparer au coup que je savais venir, le divorce. Et là, Thomas a été un chirurgien. Nous avons méticuleusement séparé ce qui était à moi d'avant le mariage et ce qui nous appartenait à tous les deux. Nous avons organisé la société des pharmacies, mis à jour les registres, laissé chaque document si propre et clair qu'aucun avocat, aussi requin fût-il, ne pourrait embrouiller les choses. La grande maison où nous vivions serait à négocier. J'étais prêt à la lui laisser. Oui, vous m'avez bien entendu. J'étais prêt à lui offrir la maison, parce que quand on connaît la valeur de sa tranquillité d'esprit, on apprend que certaines défaites sont des victoires déguisées. Et il y avait une chose de plus, la plus délicate de toutes. Un dimanche, je suis allé voir Alonso. Rosalia était à l'église. Nous nous sommes assis sous le citronnier comme toujours, avec le café fumant entre nous. J'avais réfléchi pendant des semaines à la façon de le lui dire, parce que cet homme ne méritait pas d'apprendre de tiers ce qui arrivait. Je ne lui ai pas parlé d'Yvonne. Je ne lui ai pas parlé du plan de sa fille. Je lui ai juste dit le nécessaire. Alonso, les choses avec Vanessa ne vont pas bien. Je pense que ça se termine en divorce. Le vieil homme a fixé sa tasse longtemps. Puis il a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il savait déjà. Il y a un autre homme. Je suis resté silencieux, et mon silence a tout répondu. Je le savais, a-t-il dit, et son menton a tremblé. Une mère et un père. Non, Estabon. Je la connais depuis avant sa naissance. Je sais quand elle ment depuis qu'elle a 5 ans. À Noël, je l'ai vue se cacher avec son téléphone pour écrire. Rire toute seule dans le couloir. Et elle te regardait comme on regarde un meuble. Il a serré la tasse des 2 mains. De quoi as-tu besoin de moi? De rien, Alonso. Juste que tu saches une chose. Quoi qu'il arrive entre ta fille et moi, toi et Rosalia ne perdez rien. Ni la maison, ni mon affection, ni mes visites du dimanche. C'est sacré. Les yeux de cet homme se sont remplis de larmes pour la 2e fois de sa vie devant moi. Et ensuite il a dit quelque chose qui m'a glacé, parce que ça me montrait que le vieil homme voyait beaucoup plus loin que je ne le pensais. Estabon, le jour où ça explosera, ma fille va découvrir qui sont vraiment les gens autour d'elle. Ce petit ami, ses amis, cet avocat. Et quand elle découvrira qu'elle est seule, elle va venir dans cette maison chercher refuge. Et je vais la recevoir. Parce que c'est ma fille. Et un père ne ferme pas la porte. Mais je jure sur la mémoire de ma mère que ce jour-là, dans ce salon, elle va tout savoir de ce que tu as fait pour cette famille, tout. Même si son visage tombe de honte. Je lui ai demandé de ne pas le faire, que ça n'en valait pas la peine. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués et a dit la phrase qu'il allait accomplir à la lettre des mois plus tard, avec un verre de champagne dans la main de sa fille. La vérité ne se garde pas pour toujours, mon fils. La vérité est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin. Pendant ce temps,
à la maison, Vanessa accélérait. Je sentais qu'elle était anxieuse, impatiente, comme quelqu'un qui a déjà acheté le billet et n'attend plus que l'avion décolle. Un mercredi, je l'ai entendu parler doucement au téléphone dans le jardin. Oui, presque. L'avocat dit que c'est mieux si l'initiative vient de moi. Non, il ne se doute de rien. Je te jure, c'est un saint béni. Et ce petit rire qui ne me faisait plus mal, qui confirmait juste tout. Elle a commencé à construire son théâtre. Soudain, devant ses amis, j'étais distant. Devant sa mère, je travaillais trop et je l'avais abandonnée. Elle plantait des témoins, vous voyez, préparant le terrain pour être la victime de l'histoire. Carolina venait. Elle buvait du vin sur la terrasse et baissait la voix quand je passais. Un jour, j'ai trouvé une feuille de papier qu'elle avait oublié de ramasser dans l'imprimante. C'était une liste écrite à la main par Vanessa, avec 2 colonnes. L'une disait « à moi », l'autre « à combattre pour ». Dans la colonne « à combattre pour », il y avait mes pharmacies, une par une avec nom et adresse, les 7. Et dans la colonne « à moi », parmi la maison, le SUV et les bijoux, il y avait une ligne qui m'a arrêté le cœur. Une ligne écrite de l'écriture ronde de ma femme, soulignée 2 fois, qui disait « maison de mes parents héritage ». Demandez à l'avocat comment la sécuriser maintenant. Héritage. Elle comptait la maison de ses parents comme partie de son butin. La maison où elle ne mettait pas les pieds, même pour voir sa mère malade. La maison avec le citronnier. La maison qui, à son insu, avait un propriétaire depuis 8 ans. J'ai plié ce papier, l'ai mis dans la poche de ma veste, et cet après-midi-là même, je l'ai emmené au coffre de la banque. Thomas l'a regardé, a ajusté ses lunettes et m'a dit une seule phrase. Est-ce bon, quand cette femme signera le divorce, elle signera pour bien plus qu'un divorce, et elle ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard. 3 semaines plus tard, un vendredi soir, Vanessa m'attendait dans le salon avec 2 verres de vin, un discours répété et un dossier sur la table. Est-ce bon, nous devons parler. Voilà. Après des mois de silence, de papier, d'avoir avalé toute ma fierté, le spectacle était enfin sur le point de commencer, et je répétais mon rôle depuis des mois, celui de l'homme brisé qui accepte tout sans discuter une seule ligne. Je me suis assis en face d'elle, j'ai pris le verre de vin qu'elle m'offrait, et j'ai mis mon meilleur visage de mari naïf. Vanessa a pris une grande inspiration, comme une actrice avant de monter sur scène, et a livré le discours qu'elle avait sûrement répété devant le miroir. Est-ce bon, ça ne marche plus. J'ai changé. Tu as changé. J'ai l'impression que nous sommes 2 étrangers depuis des années. Tu mérites quelqu'un qui te valorise et moi je mérite d'être heureuse. Je veux le divorce. Silence. J'ai laissé le silence faire son travail. J'ai baissé le regard, fait tourner le vin lentement, les laissé croire que j'étais en train de m'effondrer à l'intérieur, et ensuite j'ai dit de la voix la plus douce que j'ai pu trouver, « Tu es sûr? Tu ne veux pas qu'on essaie une thérapie, un voyage? » Non, est-ce bon, j'y ai beaucoup réfléchi. Ma décision est prise. Très bien, ai-je répondu. Si c'est ce que tu veux, je ne vais pas me battre. 13 ans, c'est 13 ans. Que ce soit pacifique. Vous auriez dû voir son visage pendant une seconde. Juste une seconde. La surprise lui a échappé. Elle s'attendait à des cris, des supplications, peut-être des larmes. Elle avait son dossier préparé, son discours de guerre prêt, et moi je lui tendais la reddition sur un plateau d'argent. Elle s'est reprise rapidement, pourtant. Elle a souri avec la douceur d'une publicité pour de la margarine et a pris ma main. Merci d'être si mature. Vraiment. Mon avocat préparera tout, pour que ce soit rapide et indolore. Son avocat, le requin de Carolina, un certain avocat qui est apparu la semaine suivante avec un accord de divorce de 22 pages rédigé avec la délicatesse d'une excavatrice. Je l'ai lu dans le bureau de Thomas, juste nous 2. Et je jure que Thomas riait sous cape en tournant les pages. Est-ce bon, c'est un manuel de cupidité. Regarde, il demande la grande maison en totalité, le SUV, 60% des comptes joints. Une pension alimentaire mensuelle de 5 000 $ pour le niveau de vie habituel. Et voici la meilleure partie. Participation du conjoint dans les sociétés commerciales du mari, c'est-à-dire tes pharmacies. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a prévu. Négocier comme si on perdait. Concéder ce qu'on a déjà décidé de concéder et glisser la clause. La clause. Laissez-moi vous expliquer calmement,
parce que c'est le cœur de tout. Thomas a rédigé une contre-proposition qui ressemblait à une défaite pour moi. Nous donnions à Vanessa la grande maison en totalité, sans dette, avec tous les meubles, le SUV, exactement la moitié des comptes joints, qui à ce moment-là avait environ 74 000 $, et une compensation unique de 60 000 $ en espèces, payable à la signature. En échange, une seule chose, une renonciation totale, expresse et irrévocable à toute réclamation présente ou future sur les sociétés commerciales, les pharmacies, et faites attention, sur tout autre bien immobilier enregistré au nom du conjoint, présent ou futur, dans et hors du mariage. Sans aucune exception. Tout autre bien immobilier enregistré à mon nom, sans aucune exception. Comprenez-vous ce que cela signifiait? La maison d'Alonso et Rosalia était enregistrée à mon nom depuis 8 ans. La maison que Vanessa avait écrite dans sa colonne, à moi, comme un futur héritage. En signant cette renonciation, elle renonçait à son insu à tout droit sur la maison où elle était née, pour toujours. Et si son avocat vérifie le registre des propriétés et trouve la maison? Ai-je demandé à Thomas. Ça peut arriver. S'il demande, on dit la vérité. C'est une propriété à toi d'il y a 8 ans, antérieure au conflit. Point. Mais tu sais quoi? Je ne pense pas qu'il la trouve. Ces avocats de divorce express facturent au volume. Pas au travail de précision. Il va voir la liste des biens qu'on lui donne. Il va voir que sa cliente obtient une maison, une voiture, de l'argent liquide et une bonne pension. Il va encaisser ses honoraires et passer à autre chose. La cupidité, Estabon, est myope. Et il n'avait pas tort. Mais d'abord, il y a eu un moment qui mérite d'être raconté, parce que c'était la seule fois dans tout le processus où ma main a presque tremblé. La réunion de négociation a eu lieu dans le bureau de son avocat. Un bureau avec des meubles en cuir et des diplômes au mur, du genre conçu pour intimider. Vanessa est arrivée habillée comme pour une fête, parfumée, triomphante. Elle s'est assise en face de moi et m'a regardé avec une pitié si mal jouée que c'en était embarrassant. Son avocat a lu notre contre-proposition à haute voix. Quand il est arrivé à la partie sur la grande maison, Vanessa n'a pas pu s'en empêcher. Elle a souri. Quand il est arrivé aux 60 000 $, elle s'est installée dans son fauteuil comme un chat satisfait. Les locaux des pharmacies sont dans les sociétés, comme vous l'avez vu. À mon nom personnel, il y a des propriétés acquises avec mes propres fonds avant et en dehors de la communauté matrimoniale. Tout est dans le registre public, conseiller. Vous pouvez vérifier quand vous voulez. Tout légal, tout vrai, tout là pour quiconque voulait regarder. L'avocat a noté quelque chose, a marmonné, on regardera. Et ensuite ce que Thomas avait prédit est arrivé. Vanessa, impatiente, avec le butin qui brillait dans ses yeux, a coupé l'air de la main. Conseiller, tout est plus que bien. Il garde ses pharmacies et ses trucs de vieux. Moi j'ai ma maison, mon argent et ma nouvelle vie. On peut signer déjà ou on va faire des paperasses jusqu'à Noël? Ces trucs de vieux, c'est comme ça qu'elle a appelé ce que j'avais construit en 30 ans. Son avocat a haussé les épaules avec cette tête de « le client décide » et a demandé que les documents finaux soient préparés. La signature a eu lieu un mardi à 11 h, chez un notaire du centre-ville. Je suis arrivé à l'heure, dans mon costume gris habituel. Elle est arrivée 20 minutes en retard, radieuse, portant une nouvelle robe. Et je n'oublierai jamais ça, des lunettes de soleil à l'intérieur du bâtiment. Elle a signé chaque page avec un grand paraphe théâtral, presque en déchirant le papier, comme quelqu'un qui signe sa libération d'une peine de prison. Quand elle est arrivée à la page de la renonciation, celle avec le paragraphe qui fermait pour toujours la porte de la maison de ses parents, elle ne l'a même pas lu. Je jure sur ma mère, elle ne l'a même pas lu. Elle a tourné la page comme quelqu'un qui saute une publicité dans un magazine et a apposé sa signature. J'ai signé après, lentement, ligne par ligne, sans discuter une seule, juste comme je l'avais promis. Quand nous avons terminé, le notaire nous a donné à chacun une copie. Vanessa a mis la sienne dans son sac sans la regarder, s'est levée, a rajusté sa robe et m'a donné sa dernière performance. Pas de rancune, Estabon. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui pourra te supporter. Et en baissant la voix, sans témoin à proximité, avec un petit sourire de pur venin. Merci de ne pas t'être battu, vieux. Tu es ennuyeux même quand tu divorces. Elle s'est retournée et est partie, ses talons claquant dans le couloir, victorieuse, libre, heureuse. Je suis resté là avec ma copie de l'accord dans la main, à la regarder partir. Et je n'ai pas ressenti de colère.
J'ai ressenti une paix énorme, presque physique, comme quand une fièvre finit par tomber. Dehors, devant l'étude du notaire, la voiture de sport rouge l'attendait. Yvonne au volant, musique forte, un baiser style cinéma avant qu'il ne démarre. Il ne se cachait même plus. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle était une femme libre. Ce soir-là même, j'apprendrai plus tard, Rosalia a appelé Vanessa pour lui demander comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait venir dîner. Et Vanessa a répondu en riant, dîner? Non, maman. On y va samedi, mais pas pour pleurer. Pour célébrer. Achète de la glace. J'apporte le champagne. Je veux un toast à ma liberté dans la maison où je suis né. Dans la maison où elle était née, qui n'appartenait plus à sa famille, qui était à moi depuis 8 ans, et à laquelle elle venait de renoncer à tous ses droits avec une signature qu'elle n'avait même pas lue. Le samedi à 20h, la musique a commencé à jouer chez Alonso. Et ce qui s'est passé quand mon ex-beau-père a éteint cette musique, je vais vous le dire maintenant. Ce que je m'apprête à vous raconter, je l'ai appris d'Alonso lui-même, qui me l'a raconté des jours plus tard sous le citronnier, en grand détail, sa voix encore tremblante. Et aussi de Brenda, une nièce de Rosalia qui était là ce soir-là et a enregistré une partie de la scène sur son téléphone, parce qu'au début elle pensait que c'était juste une autre fête. Le samedi à 20h, la voiture de sport rouge s'est garée devant la maison d'Alonso et Rosalia. Vanessa est sortie la première avec une nouvelle robe et une bouteille de champagne tenue haut comme un trophée. Derrière elle est sortie Yvonne, chemise ouverte, lunettes de soleil à 20h. Rosalia les a accueillis à la porte avec un sourire serré de mère qui n'approuve pas mais ne se batte pas. Alonso n'est même pas sorti les saluer. Il est resté dans son fauteuil, silencieux, fixant la télévision éteinte. À l'intérieur, il y avait déjà Brenda, 2 voisines de toujours, et l'oncle Sébastien, le frère de Rosalia, qui était passé dire bonjour sans savoir dans quoi il mettait les pieds. Ce soir on trinque, a-t-elle crié en distribuant des verres qu'elle avait sortis d'un sac, parce qu'elle avait même apporté les verres, de peur qu'on ne lui serve du champagne dans les tasses simples de sa mère. À ma liberté, à ma nouvelle vie. Et à m'être débarrassé de 13 ans d'ennui sans payer un seul dollar d'avocat cher, parce que l'idiot a tout signé sans se battre. L'idiot, devant les parents de l'idiot, enfin, ce qu'elle croyait n'être que ses parents. Yvonne a levé son verre et a lancé en riant, au chef qui a eu la maison, l'argent et même la pension. Santé, mon amour. Tu as joué comme une championne. Et là, Brenda m'a dit que quelque chose s'est passé que personne n'a enregistré sur le moment, mais qu'elle avait en vidéo. Rosalia a baissé le regard et ses yeux se sont remplis de larmes, non d'émotion, de honte. Honte pour sa propre fille, trinquant à avoir plumé un homme qui payait les médicaments de sa mère depuis des années sans le dire à personne. Vanessa, aveugle comme toujours, l'a interprété à l'envers. Oh, maman, ne pleure pas. On va être mieux que jamais. Maintenant, regarde, je te le dis tout de suite, cette maison est vieille. Elle a besoin d'être refaite. Maintenant que j'ai de l'argent, on va la remodeler complètement. Et un jour, quand vous serez tous les deux partis, je la transformerai en quelque chose de beau. Peut-être que je la vendrai et que je vous construirai un monument. Et elle a ri. Elle a ri de sa propre blague sur la mort de ses parents, un verre à la main, dans le salon où elle avait appris à marcher. Sébastien, l'oncle, a essayé de calmer les choses. Bon, nièce, l'important c'est que tu ailles bien. Mais Vanessa était déjà lancée, avec 2 verres dans le corps et le public qu'elle avait toujours voulu. Bien, je vais mieux que jamais, oncle. Tu sais ce que c'est de supporter un homme qui sent la pharmacie pendant 13 ans. Qui parle d'inventaire au dîner. Je suis né pour plus. Yvonne me comprend. Yvonne est jeune. Yvonne a des projets. On va ouvrir notre propre salle. N'est-ce pas mon amour? Avec mon argent de divorce et son expérience, dans 2 ans on sera riche. Riche à millions, a confirmé Yvonne en se versant encore du champagne qu'elle avait apporté. Et ensuite Vanessa a fait l'erreur. L'erreur qui a allumé la mèche. Elle a levé son verre pour la 3e fois et a crié par-dessus la musique. Et je trinque aussi à cette maison qui un jour sera à moi et qui vaudra une fortune avec la façon dont ce quartier grandit. Tout reste dans la famille. Brenda m'a dit que c'était comme regarder une montagne bouger. Alonso, qui était resté enfoncé dans son fauteuil toute la soirée, silencieux, ruminant chaque mot de sa fille, s'est levé lentement. Il a traversé le salon sans regarder personne. Il a atteint la chaîne stéréo, la sienne,
et l'a éteinte d'un seul bouton. Le silence est tombé comme un seau d'eau glacée. Les voisines sont restées avec leur verre à mi-chemin de la bouche. Sébastien s'est redressé sur sa chaise. Rosalia a chuchoté à Alonso, non. Mais le vieil homme a levé la main, cette main usée par 40 ans de travail, et toute la pièce s'est immobilisée. Vanessa, assieds-toi. Elle a ri. Bien sûr, elle a ri. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une fête. Remets la musique. Ne sois pas rabat-joie. Je t'ai dit de t'asseoir. La voix d'Alonso n'était pas un cri. C'était pire qu'un cri. C'était cette voix basse et ferme que les pères utilisent quand il n'y a plus rien à négocier. Vanessa a regardé Yvonne. Yvonne a haussé les épaules et elle s'est assise au bord du canapé, encore avec un demi-sourire, comme quelqu'un qui attend la chute d'une blague. Alonso s'est planté au centre du salon, a regardé sa fille longtemps, et Brenda jure qu'à ce moment-là, le menton du vieil homme tremblait exactement comme ce jour-là sous le citronnier. Et ensuite il a dit les mots. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as accepté le divorce sans savoir. Il ne t'a rien dit. Vanessa a cligné des yeux. Me dire? Me dire quoi, papa? De quoi tu parles? J'ai négocié ce divorce avec un avocat. J'ai tout obtenu. Tout. Alonso a secoué la tête lentement de gauche à droite. Dans cette maison, fille, as-tu obtenu cette maison aussi? Papa, cette maison est à toi. Et un jour, quand Dieu t'appellera, elle sera à moi. Je suis fille unique. C'est comme ça que le monde marche. Cette maison, a dit Alonso, et il a dû faire une pause pour que sa voix ne se brise pas, n'est pas à moi, Vanessa. Elle n'est pas à ta mère. Cette maison n'est plus à nous depuis 8 ans. Silence total. Brenda dit qu'on pouvait entendre le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Vanessa a laissé échapper un petit rire nerveux. Le dernier petit rire qui lui restait dans le corps. Qu'est-ce que tu veux dire, ce n'est pas à toi? Papa, tu deviens sénile. À qui est la maison alors? Et Alonso, en la regardant droit dans les yeux, avec Rosalia qui pleurait en silence à côté de lui, a répondu, elle appartient à Estabon. Cette maison appartient à Estabon. L'homme que tu as appelé idiot dans cette pièce il y a une demi-heure. Le toit sous lequel tu trinques est le sien. Tu as apporté les verres, mais le sol sur lequel tu te tiens, fille. Le sol sur lequel tu te tiens, tu le dois à lui. Le verre de Vanessa n'est pas tombé. Pire, il s'est figé dans sa main à hauteur de poitrine pendant que son visage se transformait. D'abord la moquerie. Papa est confus. Puis le doute, ses yeux allant de son père à sa mère, cherchant le démenti qui n'est jamais venu. Et enfin cette couleur grise, cette couleur de vieille statue, quand elle a vu que Rosalia ne niait pas, que Rosalia pleurait la tête basse et que son oncle Sébastien fixait le sol. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? A-t-elle bégayé. Comment cette maison peut-elle appartenir à Estabon? Depuis quand? Pourquoi? Yvonne, dans le coin, a posé son verre sur la table très lentement, comme quelqu'un qui commence à réaliser que le navire a une voie d'eau. Et Alonso a pris une inspiration, s'est assis en face de sa fille, a doucement pris le verre de sa main, l'a posé sur la table et a dit, parce qu'il y a 8 ans, ton oncle nous a plongé dans une dette qui allait dévorer cette maison. 90 000 $, Vanessa. 90 000, ta mère et moi. Nous étions à une signature d'être à la rue à 70 ans. Et tu sais qui nous n'avons pas appelé? Toi. Tu sais pourquoi nous ne t'avons pas appelé? Pourquoi tu n'as jamais su? Parce que tu venais dans cette maison 2 fois par an. Fille. Parce que tu avais honte de ton propre sang. Et maintenant tu vas t'asseoir là sans musique et sans champagne. Et tu vas entendre pour la première fois de ta vie qui est vraiment l'homme dont tu as divorcé. Vanessa était figée sur ce canapé, pâle, les mains froides. Et Brenda, qui enregistrait encore sans s'en rendre compte, a capturé le moment exact où Yvonne a très lentement commencé à regarder vers la porte. Alonso n'a pas élevé la voix une seule fois. Il n'en avait pas besoin. Il a parlé lentement, avec ce calme terrible des hommes qui ont attendu des années pour parler. Et chaque phrase est tombée sur Vanessa comme une goutte de plomb. Il y a 8 ans, ton oncle, le frère qui m'a demandé de lui faire confiance, m'a fait cautionner un prêt pour son affaire et a disparu. Il a quitté le pays et m'a laissé avec une dette de 85 000 $ qui, avec les intérêts, dépassait déjà les 90 000.
La banque nous a donné un délai. Puis un autre, et ensuite a envoyé la lettre finale. Soit on payait, soit il saisissait la maison. Ce n'est pas possible, a murmuré Vanessa. Je ne savais rien. Et comment étais-tu censée savoir, fille? A dit Rosalia pour la première fois de la soirée, la voix brisée. Quand? Lors de laquelle de tes 2 visites par an? Entre 2 photos pour tes amis? Ton père ne dormait plus, Vanessa. Je l'entendais pleurer dans la salle de bain. Avec l'eau qui coulait pour que je n'entende pas 40 ans de travail pour finir comme ça à 70 ans. Peur du facteur. Tu aurais pu me le dire. J'avais de l'argent. Estabon me donnait de l'argent. L'argent d'Estabon. Alonso a souri sans aucune joie. Attends, tu n'es pas encore arrivé à cette partie de l'histoire. Une nuit, quand il n'y avait plus de délai, j'ai avalé ma fierté, qui était la seule chose qu'il me restait, et j'ai appelé ton mari. Je lui ai demandé une chose, que tu ne le saches pas. Et en moins d'une semaine, Vanessa. En moins d'une semaine, cet homme a payé les 90 000 $ complets, sans un bout de papier, sans un je te dois, sans date de remboursement. Tu sais ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé comment j'allais le rembourser? Il a dit, Alonso, tu m'as traité comme un fils. Et les fils n'abandonnent pas leurs parents. Brenda m'a dit qu'à ce moment-là, Vanessa a commencé à secouer la tête lentement, comme si en la bougeant elle pouvait effacer ce qu'elle entendait. Après avoir payé, a continué Alonso, son avocat nous a prévenu de quelque chose. Si ton oncle réapparaissait avec des dettes ou si un vieux créancier surgissait. La maison était encore en danger. Et donc Estabon a fait ce qu'il a fait. Il a proposé de transférer la maison à son nom pour la protéger, Vanessa. Pour que personne ne puisse jamais y toucher. Et il a signé un engagement. Nous vivons ici jusqu'au dernier jour de nos vies. Nous 3 sommes allés chez le notaire. J'ai pleuré dans ce bureau comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon père. Et nous avons juré de garder le secret. À cause de ma fierté et de la honte de ta mère. Le seul qui sait ça depuis 8 ans, à part nous, c'est lui. Mensonge, a dit Vanessa, mais sans force, d'une voix de fil. C'est un mensonge. Estabon me l'aurait dit. Il l'aurait crié à mon visage pendant le divorce. Il s'en serait servi. Servi? Alonso s'est penché en avant. Comme il s'est servi du mariage, fille? Non. Cet homme est venu sur ce patio il y a quelques mois, s'est assis où il s'assoit toujours, et m'a dit, Alonso, quoi qu'il arrive entre ta fille et moi, toi et Rosalia ne perdez rien. Ni la maison. Ni mon affection, ni mes visites du dimanche. Tu comprends ce que je te dis? Il savait que tu allais divorcer de lui. Il savait pourquoi. Et sa première préoccupation, c'était nous, les parents de la femme qui le trahissait. Le mot est resté en l'air. Trahison. Vanessa a relevé la tête d'un coup. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel mensonge t'a-t-il raconté? Il ne m'a rien dit. Il n'a jamais parlé mal de toi dans cette maison. Pas une seule fois en 13 ans. Je t'ai vu, Vanessa. Je suis ton père. Je t'ai vu à Noël te cacher avec ton téléphone. J'ai vu comment tu regardais ton mari comme on regarde un vieux meuble. Et aujourd'hui, je te vois entrer dans ma maison avec ce jeune homme. Et il a désigné Yvonne Dumenton sans le regarder. 3 jours après avoir signé ton divorce. Je n'ai besoin de personne pour me dire quoi que ce soit. Les mères et les pères savent. Nous avons toujours su. Rosalia s'est levée alors, est allée au buffet de la salle à manger, ce vieux buffet que Vanessa voulait remodeler, et a sorti d'un tiroir une boîte en fer blanc. Elle l'a ouverte devant tout le monde. À l'intérieur, il y avait des papiers pliés, des reçus, des boîtes de médicaments vides. Tu vois ça, fille? Ce sont les reçus de mes traitements. 8 mois de médecins, d'examens, de médicaments. Regarde les noms des pharmacies. Regarde-les. Ce sont toutes les siennes. Tu sais qui m'a emmené à chaque rendez-vous? Lui. Tu sais qui s'est assis avec moi dans la salle d'attente? M'a tenu la main et m'a dit, ne t'inquiète pas, belle-mère. On va s'en sortir. Lui. Vanessa, l'homme qui, selon toi, sent la pharmacie. Rosalia a pris une grande inspiration. Et ce qu'elle a dit ensuite a été la chose la plus dure que cette douce femme ait jamais dite de sa vie. Tu es venu 3 fois en 8 mois,
et l'une d'elles c'était pour une paire de boucles d'oreilles. Vanessa s'est pliée en deux sur le canapé, les mains sur le visage, le mascara qui coulait, sa nouvelle robe froissée, le champagne qui se réchauffait dans les verres. Les voisines ne savaient plus où regarder. Sébastien fixait le plafond. Et ensuite, au milieu de ce silence, la voix d'Yvonne s'est fait entendre. Et je jure que quand Brenda m'a montré la vidéo, c'était la partie qui a confirmé tout ce que le détective avait découvert sur lui. Attendez. Attendez un moment, a dit Yvonne en s'avançant les mains ouvertes, avec ce sourire de vendeur. Monsieur, avec tout le respect, tout ça c'est très émotionnel, mais c'est du passé. La maison a peut-être été au nom de Monsieur Estabon pour une raison légale. Très bien. Mais Vanessa vient de divorcer, et dans un divorce, les biens se partagent. Si cette maison est à son nom, alors c'est un bien marital, et elle a droit à la moitié. En fait, elle pourrait même se battre pour toute la maison, étant la maison de ses propres parents. N'importe quel juge, tais-toi. Yvonne, a murmuré Vanessa. Non, mon amour. Écoute-moi. C'est important. Dès demain matin, on appelle ton avocat. Et j'ai dit tais-toi. Vanessa s'est dressée d'un bond, livide. Et pour la première fois de la soirée, elle n'avait plus l'air d'une femme qui célébrait. Elle avait l'air d'une femme qui tombait d'une falaise au ralenti. Parce que pendant qu'Yvonne parlait de se battre pour la maison, un souvenir lui était revenu en floude. Je sais exactement lequel, parce que son propre avocat me l'a confirmé plus tard. La clause. Elle a couru vers son sac, un sac à 2000 $ jeté sur le fauteuil de sa mère, et a sorti sa copie de l'accord de divorce, celle qu'elle avait rangée sans la regarder. Elle a commencé à tourner les pages d'une main tremblante, 1, 2, 7, 12, jusqu'à arriver à la page de la renonciation. Et là, devant tout le monde, elle l'a lu pour la première fois. Elle l'a vraiment lu. Brenda dit que ses lèvres bougeaient en lisant comme celles d'un enfant, et que le sang s'est retiré de son visage ligne par ligne. Renonciation totale, expresse et irrévocable à toute réclamation présente ou future sur tout autre bien immobilier enregistré au nom du conjoint, présent ou futur, dans et hors du mariage, sans aucune exception. Elle a relevé les yeux du papier, a regardé son père, et son père, qui savait déjà parce que je le lui avais moi-même expliqué sous le citronnier, a hoché la tête lentement. Tu l'as signé, fille. Tu as renoncé à cette maison le même jour où tu as trinqué à ta liberté. Estabon nous a dit que tu n'avais même pas lu les papiers. Que tu avais tourné cette page comme quelqu'un qui saute une publicité dans un magazine. Non. Vanessa serrait la corde des deux mains. Non, ça peut être évité. C'est une tromperie. Il m'a caché des informations. Mon avocat va, ton avocat? Alonso s'est levé de son fauteuil, fatigué, vieux. Mais droit comme un piquet. L'avocat que ton amie Carolina t'a trouvé. Celui qui a encaissé ses honoraires et n'a même pas vérifié le registre des propriétés. Oh, fille. Cette maison est au nom d'Estabon depuis 8 ans, avec un acte public pour une vraie dette. Avec des papiers de banque pour le prouver, tout. Signé devant notaire par ta mère et moi, en pleine possession de nos facultés. Et tu viens juste de renoncer par écrit à ton droit de la réclamer. Il n'y a pas de tromperie, Vanessa. Il y a quelque chose de bien pire pour toi. Il y a la vérité. Et ensuite Rosalia, en s'essuyant les yeux, a terminé la soirée avec une phrase que Brenda m'a répétée mot pour mot et que je compte emporter dans ma tombe. Tu as apporté du champagne pour célébrer d'avoir tout pris au seul fils que cette maison ait jamais connu. Garde la bouteille, fille. Dans cette maison, on ne trinque pas contre la famille. Yvonne avait déjà les clés de la voiture dans la main. Yvonne est partie cette même nuit, et il n'est pas parti comme un gentleman. Il est parti comme un rat. Brenda l'a vu de la fenêtre. Pendant qu'à l'intérieur Vanessa pleurait avec un accord de divorce froissé dans les mains, il est sorti, prendre l'air, a calmement marché jusqu'à la voiture de sport rouge qui n'était même pas à lui, l'a démarré et a disparu sans dire au revoir à personne. Pas de texto, pas d'appel. La femme qu'il avait appelée le chef est la championne 1 heure plus tôt. Il l'a laissé planter le pire soir de sa vie. Dès qu'il a compris que la championne s'était retrouvée sans prix. Bien que l'histoire complète d'Yvonne est encore un chapitre, je vais vous le raconter. J'ai tout appris le lendemain, dimanche, quand je suis allé, comme toujours, rendre visite à Alonso et Rosalia. J'ai trouvé le vieil homme sur le patio sous le citronnier, avec 2 tasses de café déjà servies, comme s'il m'attendait depuis le petit matin.
Il a désigné la chaise. Assieds-toi, mon fils. Hier soir, ce qui devait arriver est arrivé. Il m'a tout raconté avec des pauses, avec des silences, sa voix se brisant à certains endroits, surtout quand il a répété ce que Rosalia avait dit sur les reçus de pharmacie. J'ai écouté sans interrompre, le café refroidissant dans mes mains. Et quand il a terminé, j'ai dit la seule chose que je ressentais vraiment. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Alonso, devant des gens, avait-elle humilié? Humilié? Le vieil homme a secoué la tête. Est-ce bon? Personne ne l'a humilié. Elle a traversé cette porte avec du champagne et son amant pour se moquer de toi dans la maison que tu as sauvée. La seule chose que j'ai faite, c'est d'allumer la lumière. Si allumer la lumière te fait paraître mal. Le problème n'est pas la lumière, mon fils. C'est ce que tu faisais dans le noir. Cet homme n'a jamais fini l'école primaire, et je jure qu'il a plus de sagesse que tous les livres que j'ai jamais lus. Vanessa a dormi cette nuit-là dans sa nouvelle maison, la grande maison que je lui avais laissée dans le divorce, seule pour la première fois depuis des années. Et le lundi matin, elle a commencé sa dernière guerre. Parce qu'une femme comme Vanessa n'accepte pas la réalité au premier coup. Elle la nie. Elle la frappe. Elle la mord. Elle a appelé son avocat en exigeant d'annuler l'accord. L'homme lui a demandé de venir à son bureau et là, selon Thomas, qui a parlé avec lui des formalités finales, une scène s'est produite que j'aurais adoré voir par un trou de serrure. L'avocat a passé en revue l'accord devant elle, page par page. Ensuite il a cherché l'acte de la maison d'Alonso dans le registre public. 8 ans, une vente légitime avec un virement bancaire vérifiable de plus de 90 000 $ qui correspondait à l'annulation de la dette bancaire jusqu'au dernier centime, un engagement notarié d'usufruit viager pour les parents. Tout propre, tout blindé, tout parfait. Madame, ça ne peut pas être annulé, lui a-t-il dit. La propriété est antérieure et séparée du conflit, et vous avez signé une renonciation express. Je vous ai demandé pendant la réunion si vous vouliez que nous vérifiions les propriétés du monsieur. Vous avez dit devant témoin, et je cite. Conseiller, tout est plus que bien. Vous étiez pressé de signer. Mais vous étiez mon avocat. Vous étiez censé me protéger. Je vous ai présenté un accord où vous recevez une maison, un SUV, 37 000 $ des comptes, 60 000 $ de compensation et une pension mensuelle. Vous étiez heureuse. Vous avez signé chaque page. Il y a la vidéo de l'étude du notaire. Madame, voulez-vous que je vous la montre? Vanessa est sortie de ce bureau en claquant la porte, et ensuite elle a fait ce que je savais tôt ou tard qu'elle ferait. Elle m'a appelé. J'étais à la pharmacie centrale en train de vérifier une commande de fournisseur quand j'ai vu son nom sur l'écran du téléphone. Je l'ai laissé sonner 3 fois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu de la voix la plus calme du monde. Allô, Vanessa. Qu'est-ce que tu as fait, est-ce bon? Le cri m'a forcé à éloigner le téléphone de mon oreille. Tu es un misérable. Un salaud manipulateur. Tu m'as caché l'histoire de la maison de mes parents. Tu m'as fait signer cette renonciation en sachant ce qu'il y avait. Je vais te poursuivre. Je vais te ruiner. Tu vas découvrir qui je suis. Je l'ai laissé crier pendant 1 minute entière. 2. Quand elle a enfin manqué de souffle, j'ai répondu lentement, choisissant chaque mot avec soin, parce que je savais, comme Thomas me l'avait prévenu, que cet appel pouvait être enregistré. Tu as fini? Bien. Maintenant, tu m'écoutes, parce que je ne vais te dire ça qu'une seule fois dans ma vie. Je ne t'ai rien caché, Vanessa. Cette maison est à mon nom depuis 8 ans dans le registre public. Visible pour quiconque prend 5 minutes pour regarder. Ton avocat aurait pu vérifier. Tu aurais pu lire ce que tu signais. Personne ne t'a précipité. Personne ne t'a menacé. Tu t'es assise devant un notaire, tu as feuilleté les pages en riant. Et tu as signé. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas lu? Parce que tu étais trop occupé à gagner. Et celui qui croit avoir déjà gagné arrête de regarder l'échiquier. Tu es malade. Tu as tout planifié. Non. Vanessa. Je n'ai rien planifié. J'ai payé une dette de 90 000 $ pour que tes parents ne dorment pas dans la rue 6 ans avant que tu décides de te mettre avec ton coach. Ou alors c'est moi le malade et pas la femme qui avait une liste avec 2 colonnes? Une qui disait à moi et une autre à combattre pour avec la maison de ses parents listée comme héritage. Oui.
Vanessa, j'ai trouvé ta liste dans l'imprimante. Je l'ai sauvée, de ton écriture. Silence à l'autre bout. Un silence épais où on entend l'autre personne avaler. Toi tu savais? A-t-elle finalement dit d'une voix différente, petite. Tu savais pour Yvonne? Depuis quand? Depuis ce jeudi d'octobre, quand je suis rentré tôt avec un mal de tête et que je vous ai entendus tous les deux à l'étage, dans ma propre chambre. J'ai entendu chaque mot, Vanessa. J'ai entendu le cheval de Labour avec un portefeuille et j'ai entendu ton plan avec l'avocat de Carolina. Oh mon Dieu, Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Et pourtant, chose drôle, dans le divorce, je t'ai donné plus d'argent liquide que ton propre plan n'en prévoyait. Je t'ai laissé toute la maison, le SUV, les 60 000. La pension. Je n'ai pas combattu une seule ligne. Tu sais pourquoi? Parce que je ne divorçais pas de toi pour te punir. Vanessa. Je divorçais de toi pour me sauver. Tu t'es puni toi-même avec ta propre signature le soir où tu as décidé de faire un toast dans une maison que tu as donnée sans le savoir. Elle a commencé à pleurer. Et regardez, je vais être honnête, parce que je ne vous ai rien menti jusqu'ici. Pendant une seconde, juste une seconde, ma poitrine s'est serrée. 13 ans ne s'effacent pas du jour au lendemain. Mais ensuite elle s'est chargée elle-même de me guérir, comme toujours. Est-ce bon, on peut arranger ça? Nous. Ce qu'on avait, il y avait de bonnes choses. Yvonne était une erreur. Un caprice. Il est parti maintenant. Il est parti. J'étais confuse. Cet ami m'a mis des idées en tête. On peut réessayer. Recommencer. Je peux revenir, c'était sans l'amant. Sans la maison de ses parents, avec son avocat qui lui tournait le dos. La reine du toast offrait de recommencer. Pas par amour, par inventaire. J'étais de nouveau la meilleure option disponible sur l'étagère. Non, Vanessa, ai-je dit sans colère, presque doucement. Tu l'as dit toi-même chez le notaire. Pas de rancune. Je te souhaite du bien. Vraiment. Mais tu ne reverras plus mon visage, sauf sur les papiers qu'il restera à signer. Oh. Et un dernier conseil gratuit avant d'investir ce qu'il te reste dans une salle avec Yvonne. Demande-lui pour la veuve des cours du mardi et jeudi matin. Demande-lui pour les 4 mois de loyer qu'il doit. Et demande-lui à qui est la voiture rouge. Quoi? Quelle dame? De quoi tu parles? Juste demande-lui. Au revoir, Vanessa. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché et je suis resté un moment à regarder par la fenêtre de la pharmacie les gens passer dans la rue, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le silence à l'intérieur. La paix. L'histoire de la veuve, d'ailleurs, a explosé 3 jours plus tard. Vanessa, blessée et soupçonneuse, a engagé, bien sûr, son propre détective avec une partie des 60 000 $ que je lui avais donnés. Et le détective lui a apporté la même chose que le mien m'avait apporté, mais mise à jour. Yvonne n'avait pas seulement la veuve des mardis et jeudis. Il avait aussi une nouvelle divorcée, une élève récente, propriétaire d'une chaîne de salons de beauté. Et sur son téléphone, auquel la veuve a eu accès quand elle l'a confronté, parce que les dames plus âgées savent aussi se battre, il y avait les messages qu'Yvonne avait envoyés à son cousin en parlant de Vanessa. Un disait mot pour mot, parce qu'il a fini par circuler dans toute la salle, le divorce ne vaut plus rien. Elle a perdu l'héritage et ce n'est plus qu'une pleurnicheuse. Je ne suis pas venu ici pour porter des vieilles dames tristes. Je suis venu pour encaisser. Je ne suis pas venu ici pour porter des vieilles dames tristes. Je suis venu pour encaisser. L'homme pour qui elle avait jeté 13 ans de mariage, la maison de son enfance et le respect de ses parents la décrivaient de la même façon qu'elle m'avait décrit, comme un portefeuille. La vie, quand elle veut donner des leçons, n'utilise pas un tableau noir. Elle utilise des miroirs. Et le coup final restait encore à venir, parce que l'argent, quand il tombe dans des mains qui ne savent pas ce que ça coûte de le gagner, ne dure pas. Et les 60 000 $ de Vanessa plus ce qui restait des comptes allaient rencontrer 2 visiteurs qu'elle n'attendait pas. La salle qu'Yvonne lui avait fait signer avant de disparaître, et un avis de la banque qui lui a glacé les mains devant le facteur. Je vous ai dit que le coup final arrivait, et le voici, juste comme Brenda me l'a raconté des mois plus tard et comme confirmé par les papiers qui sont arrivés à Thomas. Il s'avère que 2 semaines avant le divorce, quand Vanessa savourait déjà son butin, Yvonne l'avait convaincu d'accélérer le rêve de posséder une salle.
Il l'avait emmené voir un local dans une grande zone commerciale avec des miroirs et un parking. Le propriétaire du local demandait des garanties pour le bail, un contrat de 2 ans signé avec un dépôt de $12 000, et une clause de pénalité pour résiliation anticipée. Yvonne, bien sûr, n'avait même pas d'argent pour acheter les miroirs, alors c'est elle qui a tout signé. Le bail à son nom, le bon de commande pour le matériel, $38 000 de machines importées à son nom, même un prêt bancaire supplémentaire de $25 000 pour la rénovation, avec sa signature et son historique de crédit. C'est juste une formalité, mon amour, disait Yvonne. Dès qu'on ouvre, ça se paiera tout seul. Toi tu es l'investisseur. Moi je suis celui qui connaît le business. Quand Yvonne a disparu le soir du champagne, il n'a pas seulement disparu de la vie de Vanessa. Il a disparu du projet. Il n'a jamais rien signé, n'a jamais mis un seul dollar, n'a jamais été associé sur aucun papier. Et Vanessa s'est retrouvée seule, sans avocat disposé à la défendre d'elle-même, avec un bail de local pour 2 ans qu'elle ne pouvait pas payer, $38 000 de machines déjà commandées, et un prêt de $25 000 qui accumulait des intérêts. L'avis de la banque qui lui a glacé les mains devant le facteur, c'était exactement ça, le premier avis de retard de paiement. Elle a fait les comptes, j'imagine, comme elle ne les avait jamais fait en 13 ans de mariage. Les $60 000 du règlement sont allés couvrir le prêt, payer la pénalité pour le local et vendre les machines à moitié prix. Les $37 000 des comptes ont fondu entre le style de vie qu'elle ne voulait pas abandonner et les dettes de carte de crédit qu'Yvonne lui avait laissées en souvenir. En moins d'1 an, la femme qui avait trinqué à sa liberté a dû mettre la grande maison en vente. Ma maison, celle que je lui avais donnée en totalité et sans dette, juste pour pouvoir respirer. Elle l'a bien vendue. Je ne vais pas mentir, la propriété valait cher, mais c'est une chose de vendre par stratégie et une autre de vendre par désespoir. Elle connaissait la différence, et ça a fait mal. Et les $5 000 de pension mensuelle qu'elle avait tant célébré? La vie lui réservait une dernière ironie là. Son propre accord, celui qu'elle n'avait pas lu, stipulait que la pension serait réduite de moitié si le conjoint vendait la résidence principale reçue dans le divorce, et qu'elle s'éteindrait complètement après 24 mois. Des clauses normales, standards, que n'importe quel avocat diligent aurait mieux négocié. Le sien a encaissé ses honoraires et est parti. Elle a signé et a trinqué. Pendant ce temps, ma vie a continué. Et je veux vous dire comment elle a continué, parce que cette histoire n'est pas seulement sur sa chute. C'est aussi sur ce qui m'est arrivé. Les dimanches restent sacrés. Le café avec Alonso sous le citronnier. Le repas chaud de Rosalia. L'écharpe grise que je porte encore chaque hiver, même si elle est usée. Au printemps, j'ai construit à Rosalia une pièce de couture comme celle dont elle avait toujours rêvé, avec une grande fenêtre et de la lumière naturelle, exactement à l'endroit où se trouvait l'ancienne buanderie. Quand elle l'a vue terminée, la dame a pleuré en serrant sa machine à coudre. Alonso m'a aidé à peindre les murs, à son âge, un pinceau à la main et sa casquette sur la tête. Et quand nous avons terminé, il m'a dit, tu vois, mon fils, cette maison a toujours su qui était la famille. Les pharmacies ont grandi. J'ai ouvert la 8e dans le quartier où je suis né, à 3 rues de l'endroit où ma mère repassait le linge des autres. Elle est gérée par des gens du quartier, avec des prix justes et une enseigne au nom de ma mère. Le jour de l'ouverture, j'ai coupé le ruban avec Alonso et Rosalia à mes côtés, un de chaque côté, comme les parents que la vie m'a rendus par une autre porte. Et Vanessa, je ne l'ai revue qu'une seule fois en personne. C'était environ 1 an et demi plus tard, à l'étude du notaire pour la signature des papiers finaux de la vente de la grande maison, où je devais lever une formalité en suspens. Elle est arrivée alors cette fois, sans lunettes de soleil, sans nouvelle robe, sans le claquement de talons de la victoire. Elle avait l'air plus mince, plus effacée, avec ses nouvelles rides qui ne sont pas faites par l'âge, mais par la vie. Elle travaillait à nouveau, Brenda me l'a dit, comme réceptionniste dans une clinique, juste comme quand je l'avais rencontrée. La boucle était bouclée. Nous avons signé en silence. Et quand le notaire est sorti un moment, elle a relevé les yeux et m'a dit doucement, tu sais ce qui fait le plus mal, est-ce bon? Ce n'est pas la maison, ni l'argent, ni Yvonne, qui ne méritent même pas un nom. Elle a avalé. C'est que mes parents te regardent d'une façon dont ils ne me regarderont plus jamais. Tu ne peux pas acheter ça, et je l'avais gratuitement. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru une phrase entière d'elle. J'ai répondu avec la seule chose que j'avais à lui donner, et je l'ai donnée sans rancune. Tu as encore des parents, Vanessa. Vieux, mais vivants.
La porte de cette maison ne t'a jamais été fermée. Tu l'as fermée de l'intérieur. J'ai passé des années à frapper à des portes qui n'existent plus. Celle de ma mère, celle de mon père. Toi. Tu as encore une sonnette à faire sonner. Utilise-la pendant qu'elle marche. Elle m'a juste regardé, a hoché la tête lentement, et est partie. Des mois plus tard, Rosalia m'a dit que Vanessa avait commencé à venir le samedi, qu'elle arrivait discrètement, aidait dans la cuisine, s'asseyait avec son père même s'il parlait à peine, qu'un samedi elle lui avait apporté des fleurs sans raison. Je ne vais pas vous peindre une réconciliation style cinéma. Alonso est encore sérieux. La blessure est encore là. La confiance ne se raccommode pas comme une de ces coutures de Rosalia. Mais elle y va. Elle sonne à la porte. Et franchement, j'en suis content, parce que ma justice n'a jamais été contre elle. Elle a été en faveur de la vérité. Et la vérité a déjà fait son travail. Parfois les gens me demandent si je regrette quelque chose, si je n'ai pas été trop froid, trop calculateur, et je donne toujours la même réponse. Je n'ai tendu aucun piège à Vanessa. J'ai juste arrêté de soutenir les mensonges dont elle avait besoin pour vivre. Je n'ai pas lu les papiers à sa place. Je n'ai pas trinqué à sa place. Je ne l'ai pas poussée chez ses parents avec du champagne et un amant. Chaque pas de sa chute, elle l'a fait de ses propres talons. La seule chose que j'ai faite, c'est ce qu'un homme qui se respecte fait. Je me suis tu quand parler aurait été donner mes cartes. J'ai protégé les innocents et j'ai signé sans discuter une seule ligne quand tout le monde pensait que je perdais, parce que c'est la leçon que tout cela m'a laissé. Et je vous la donne comme on donne les choses de valeur, sans fioriture. Celui qui vous sous-estime a déjà commencé à perdre contre vous. Ne l'interrompez pas. L'arrogance n'a pas besoin d'ennemis. Elle se défait elle-même. Il suffit de lui donner du temps et des papiers à signer. Et à la fin de votre vie, vous ne gardez pas ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous gardez ce que vous avez semé. J'ai semé le respect dans la maison de quelqu'un d'autre pendant 13 ans sans savoir que je semais ma propre famille. Vanessa a semé le mépris dans sa propre maison et a récolté un salon silencieux avec la musique éteinte et un verre de champagne avec lequel personne n'a trinqué. La dignité, mon ami, ne crie pas. La dignité signe calmement, se lève de la table et laisse la vérité, comme l'eau, trouver son chemin. Elle trouve toujours un chemin. Et vous qui m'avez écouté jusqu'ici, dites-moi une chose, parce que je veux vraiment lire vos pensées. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous monté ces escaliers ce jeudi d'octobre? Ou auriez-vous gardé le silence comme moi? Pensez-vous que j'ai été juste? Ou suis-je allé trop loin en la laissant signer sans la prévenir? Laissez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si cette histoire vous a touché, si à un moment votre poitrine s'est serrée ou si vous avez dit « Non, ce n'est pas possible », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce qu'ici je raconte de vraies histoires de la vie, de celles qui font mal. Qui enseignent et qui apportent la justice. Des histoires de gens ordinaires qui ont appris, comme moi, que la vengeance est bruyante, mais que la justice est silencieuse. À bientôt pour la prochaine histoire. Et souvenez-vous, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. Je l'ai cru tard, mais je l'ai cru.